La lipoprotéine A, ou LPA, est une lipoprotéine sanguine qui peut être présente à des concentrations élevées dans le sang chez environ 20 de la population générale, ces niveaux étant presque entièrement déterminés par des facteurs génétiques. Bien que le rôle causal de la LPA dans les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques telles que la maladie coronarienne, la sténose aortique, l'insuffisance cardiaque, l'accident vasculaire cérébral et la maladie artérielle périphérique fassent l'objet d'un consensus scientifique, ces niveaux restent rarement mesurés, même chez des individus à haut risque. L'une des raisons pour lesquelles la LPA n'est pas mesurée de manière systématique est l'absence de directives claires. Les professionnels de la santé sont souvent incertains quant à la gestion des niveaux de LPA, d'autant qu'il n'existe actuellement aucune thérapie spécifiquement ciblée sur cette lipoprotéine. Cette incertitude soulève des questions sur l'impact potentiel de la mesure de la LPA et de la prise en charge des patients. Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, je vous présente 8 raisons pour lesquelles un nombre croissant de scientifiques et de lignes directrices en prévention cardiovasculaire dans le monde recommandent que la LPA soit mesurée chez chaque personne au moins une fois dans leur vie. Raison numéro 1 de mesurer la lipoprotéine A. Pour donner des réponses aux personnes qui développent des maladies cardiovasculaires en l'absence de facteurs de risque traditionnels. Environ 15 des individus qui subissent un premier infarctus du myocarde ne présentent aucun facteur de risque connu. La LPA pourrait expliquer pourquoi certaines personnes avec peu ou aucun facteur de risque traditionnel développent tout de même des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. Après une crise cardiaque ou un AVC, les patients se sentent souvent physiquement affaiblis, émotionnellement vulnérables et inquiets pour leur santé future. Un diagnostic de niveau élevé de LPA peut aider les patients à comprendre que leur événement cardiovasculaire pourrait être lié à un facteur de risque génétique indépendamment de leur contrôle plutôt qu'exclusivement à des mauvaises habitudes de vie, comme c'est souvent véhiculé dans le discours populaire. Raison numéro 2. Pour identifier les individus qui pourraient bénéficier d'un traitement plus intensifié des facteurs de risque des maladies du cœur. Comme le soulignent les dernières lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie sur la prévention des maladies cardiovasculaires, ainsi que la déclaration de consensus de la Société européenne d'athérosclérose sur la LPA, à laquelle j'ai contribué, l'identification de niveaux élevés de LPA constitue un outil pour une prise de décision partagée, quel que soit le niveau de risque individuel. Chez les personnes ayant des niveaux élevés de LPA, la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, comme une diminution du cholestérol sanguin et de la pression artérielle, l'adoption d'une saine alimentation et la pratique régulière d'activité physique pourraient diminuer le risque absolu de subir un événement cardiovasculaire. Dans une analyse de l'étude Epic Norfolk, nos résultats ont révélé que les individus présentant des niveaux élevés de LPA mais sans facteur de risque cardiovasculaire clinique ou lié au mode de vie, avaient un risque de 67 % inférieur de subir des événements cardiovasculaires pendant le suivi de l'étude, comparé à ceux ayant des niveaux élevés de LPA et plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire cliniques ou liés au mode de vie. Cibler à la fois les facteurs de risque cliniques et ceux liés au mode de vie est d'une importance cruciale pour les individus présentant des niveaux élevés de LPA. Raison numéro 3 de mesurer la lipoprotéine A. Pour identifier les individus à très haut risque de maladies cardiovasculaires. Comme je l'ai mentionné à l'épisode 23, il existe un important consensus scientifique sur l'importance de détecter d'autres maladies génétiques comme l'hypercholestérolémie familiale pour une prévention optimale des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. L'hypercholestérolémie familiale, qui touche environ une personne sur 250, est une condition génétique connue pour augmenter significativement le risque cardiovasculaire. Une analyse de la Copenhagen General Population Study portant sur près de 70 000 individus suivis pendant 42 ans a révélé que ceux appartenant aux percentiles les plus élevés de la distribution de la LPA présentaient un risque cardiovasculaire très élevé. En fait, leur risque à long terme était comparable à celui des patients atteints d'hypercholestérolémie familiale. Alors que la réduction des niveaux de cholestérol LDL chez les patients à haut risque est largement recommandée, de grandes études génétiques ont révélé que,
particule par particule, les particules de LPA pouvaient être jusqu'à 6 fois plus hétérogènes que les particules de LDL. Des niveaux de LPA élevés est l'une des anomalies génétiques les plus fréquentes et devrait être diagnostiquée de manière précoce afin d'identifier les individus à très haut risque d'événements cardiovasculaires prématurés. Raison numéro 4. Pour prévenir les maladies cardiovasculaires chez les familles à haut risque génétique. Identifier les individus présentant des niveaux élevés de LPA et dépister leur famille pour des niveaux élevés de LPA permet d'identifier les personnes à haut risque nécessitant une prise en charge intensive des facteurs de risque modifiables afin de prévenir les événements cardiovasculaires. Le dépistage en cascade est une approche de test génétique utilisée pour identifier les membres de la famille susceptibles de porter un facteur de risque génétique, comme des niveaux élevés de LPA, une fois qu'un individu a été diagnostiqué avec cette condition héréditaire. En testant les proches parents de manière séquentielle, cette méthode permet de détecter précocement les individus à risque, offrant ainsi des possibilités de mesures préventives ou d'intervention précoce. Raison numéro 5. La mesure de la lipoprotéine A est peu coûteuse pour identifier les personnes à risque élevé de maladies cardiovasculaires. La LPA présente plusieurs avantages en comparaison à d'autres outils de stratification du risque cardiovasculaire, tels que l'imagerie cardiovasculaire, qui sont non seulement invasifs et coûteux, mais qui nécessitent également des examens répétés qui ne sont pas accessibles pour tout le monde. En revanche, la mesure de la LPA, réalisée tôt dans la vie, peut être utilisée pour cibler de manière plus intensive d'autres facteurs de risque avant le développement de l'athérosclérose subclinique, contrairement à des mesures d'imagerie médicale comme le score calcique coronaire. Idéalement, la mesure de la LPA devrait être effectuée lors du premier profil lipidique. De plus, comme les concentrations de LPA sont déterminées génétiquement, leur mesure n'a pas besoin d'être répétée périodiquement. Raison numéro 6. Les techniques de mesure de la lipoprotéine A permettent d'identifier les personnes avec des concentrations élevées. Bien que certains tests biochimiques cliniques soient plus performants que d'autres et qu'il n'existe pas encore de méthode internationalement standardisée pour mesurer la LPA de manière optimale, la plupart des experts s'accordent à dire que les tests rapportant les niveaux de LPA en unités de nanomol par litre fournissent une estimation plus précise du nombre de particules de LPA dans la circulation sanguine qui peuvent causer des maladies cardiovasculaires. Cependant, les tests mesurant la LPA en milligrammes par décilitre peuvent également identifier les individus présentant des niveaux élevés de LPA et un risque cardiovasculaire accru. Certaines personnes confondent toutefois la LPA avec l'apolipoprotéine A1, principale apolipoprotéine des HDL. Les niveaux d'ApoA1 mesurés en grammes par litre dans certains bilans lipidiques n'ont rien à voir avec la lipoprotéine petit a. Pour connaître ces concentrations de lipoprotéine petit a, il faut spécifiquement la mesurer. C'est celle avec le A entre parenthèses. Raison numéro 7 de mesurer la lipoprotéine A. Pour accélérer la recherche sur la lipoprotéine A et les maladies cardiovasculaires. À ce jour, la plupart des études sur la LPA et les maladies cardiovasculaires reposent sur des données provenant de populations majoritairement d'origine européenne, alors que les niveaux de LPA varient selon l'ascendance. Pour mieux comprendre l'association entre les niveaux de LPA et le risque de maladie, il est nécessaire de réaliser des mesures de LPA dans différentes populations, y compris chez les minorités, les femmes et les individus présentant diverses comorbidités, et ce, dans toutes les régions du monde. Il faut également faire encore plus de recherches sur la LPA parce que ce ne sont pas toutes les personnes avec une LPA élevée qui développent des maladies cardiovasculaires pour des raisons qui sont encore inconnues. Identifier les individus avec des niveaux élevés de LPA, en particulier ceux avec des niveaux très élevés, aidera la communauté scientifique à répondre à des questions clés sur le rôle de la LPA dans les maladies cardiovasculaires. De nombreuses études mécanistiques, précliniques et cliniques sur la LPA doivent encore être réalisées. Une recherche collaborative et un partage de ressources entre des groupes diversifiés aux compétences et expertises complémentaires doivent être mises en place pour mieux comprendre le rôle de la LPA et aider les professionnels de la santé à offrir les meilleurs soins aux personnes et aux familles touchées par des niveaux élevés de LPA.
bien qu'il reste de nombreuses questions sans réponse concernant le rôle biologique ou clinique de la LPA dans les maladies cardiovasculaires, ces réponses ne sont pas nécessaires pour justifier une mesure de la LPA à grande échelle dans nos populations. Et finalement, la raison numéro 8 de mesurer la lipoprotéine A, pour accélérer l'utilisation des thérapies qui ciblent directement la lipoprotéine A lorsque celles-ci seront disponibles. Aucune thérapie ciblant la LPA n'est approuvée en ce moment. Des thérapies spécifiques pour réduire la LPA sont actuellement testées dans de grands essais cliniques en prévention cardiovasculaire. Les oligonucléotides antisens ainsi que les petits ARN interférents ciblant le produit du gène LPA dans le foie sont en cours d'évaluation pour leurs bénéfices potentiels chez les patients présentant des niveaux élevés de LPA et un risque élevé de maladie cardiovasculaire. Ces nouveaux agents pourraient permettre des réductions moyennes des niveaux de LPA de plus de 80 %. Plusieurs autres thérapies ciblées contre la LPA sont également en développement. Bien qu'une démonstration que des réductions spécifiques de la LPA apportent des bénéfices cardiovasculaires constituerait une raison supplémentaire de mesurer la LPA chez tout le monde, des résultats positifs de ces essais cliniques ne sont toutefois pas nécessaires pour justifier une mesure généralisée de la LPA. En conclusion, j'espère que les 8 raisons présentées pour mesurer la LPA au moins une fois dès le premier bilan lipidique aideront à répondre aux préoccupations fréquentes des professionnels de la santé. Je pense toutefois que c'est important de souligner que malgré les lignes directrices nationales suggérant que la LPA soit mesurée chez tout le monde au moins une fois, pour certaines personnes, la mesure de la LPA n'est peut-être pas nécessaire. Je m'explique. Les tests sanguins peuvent parfois causer plus de conséquences négatives que de bénéfices. Ils peuvent entraîner un surdiagnostic, détectant des anomalies sans importance clinique. Ces tests peuvent également représenter une source d'anxiété chez certaines personnes et être suivis d'examens invasifs inutiles. Réaliser un test hors d'un contexte clinique pertinent peut également mener à des interprétations inappropriées. L'impact psychologique, notamment le stress lié à des résultats difficiles à modifier, comme un taux élevé de LPA, peut influencer la qualité de vie. Enfin, une mauvaise communication ou une information complexe peut perturber la prise de décision partagée entre les cliniciens et les patients. Ainsi, ces tests doivent toujours être envisagés dans un contexte clinique précis en équilibrant soigneusement les bénéfices et les risques.